Bonjour à tous, je suis le docteur Jean-Claude Demeroy et je travaille à la clinique du Parc de Lyon. Ce module concerne la bipédie et la verticalité qui sont à l'origine de la plupart des déviations et déformations vertébrales. L'ontogénèse reproduisant la phylogénèse, il est important de comprendre comment se sont effectuées les transformations des vertébrés aquatiques jusqu'à l'Homo sapiens. Je n'ai pas de disclosure pour cette présentation. Si la scoliose dite idiopathique est l'une des caractéristiques de la bipédie, elle se voit aussi chez les poissons, mais il ne s'agit pas de scoliose idiopathique. La plupart du temps, il s'agit d'une malformation vertébrale congénitale. Il existe également des neuroectodermies chez certaines espèces de poissons, comme la maladie de Recklinghausen, ou encore des déficits en acide ascorbique. En effet, si le plan de fonction des poissons est le plan frontal, ce qui leur permet de se rapprocher de la côte, le plan de fonction des vertébrés deviendra le plan sagittal lors de la sortie du milieu aquatique il y a 450 millions d'années à l'époque du Dévonien. La respiration sur Terre nécessite en effet de s'éloigner du sol par un mouvement d'extension du rachis dans le plan sagittal. Le triton reproduit toute cette évolution avec un mouvement vertébral qui va s'effectuer dans tous les plans de l'espace. En effet, l'association d'un mouvement dans le plan frontal et d'un mouvement dans le plan sagittal s'accompagne automatiquement d'une rotation. C'est la loi des mouvements couplés que nous utilisons dans le moulage régional. Le premier bipède est un dinosaure, Eudybamus cursoris, qui était capable de se déplacer à 24 km/h il y a 300 millions d'années. Mais nous étudierons plus spécifiquement l'évolution entre les primates et l'Homo sapiens. Les grands singes australopithèques vont progressivement se verticaliser. Le chimpanzé est le plus proche génétiquement de l'Homo sapiens, avec une variation du génome de 1%. Mais malgré cette proximité génétique, les différences sont majeures en ce qui concerne la bipédie. En 1974, Yves Coppens et Donald Johansson découvrent un des squelettes d'australopithèques les mieux conservés. Il ne s'agit pas du fameux chaînon manquant, mais d'une branche cousine de l'homo. La forme du bassin et l'angle fémur-genou sont proches de la situation actuelle de l'Homo sapiens. Mais le scanner montre que l'anatomie des canaux semi-circulaires est identique à celle des chimpanzés et différente de celle de l'homme. Nous voyons ici la reconstitution du squelette de Lucie par la technique du miroir et la reconstitution de son apparence externe. Les modifications le long de l'axe vertical sont multiples. Stabilité des membres inférieurs en extension, antéversion pelvienne, élévation du centre de gravité, lordose lombaire et cervicale, dissociation des ceintures, tête sur la ligne de gravité et enfin latéralisation. La comparaison entre l'Homo sapiens et le grand singe montre les nombreuses autres différences. Passage de 18 à 50 phonèmes, augmentation de la taille du cerveau de moins de 650 cc à 1,5 litre, bien que la taille du cerveau ne soit pas un élément déterminant. Modification de la forme de la cage thoracique, passant d'un entonnoir à un cône. Le cou s'allonge, ainsi que le rachis lombaire, ce qui va favoriser le pas pelvien. L'acquisition de la dentition finale est plus tardive, à 6 ans chez l'Homo sapiens. La longévité augmente de 40 à plus de 70 ans. Enfin, l'Homo sapiens est le seul à avoir une croissance pubertaire. La bipédie a pour avantage majeur de libérer les membres supérieurs lors des déplacements. C'est un avantage pour la chasse et d'une façon générale pour l'utilisation des outils. La culture devient possible, ainsi que l'écriture. Ce n'est sans doute pas la transformation de la forêt en savane
qui a provoqué le redressement des australopithèques, comme le pensait Coppens. En ce qui concerne la théorie du radiateur, il est vrai que la bipédie consomme de l'énergie, mais le système de sudation permet d'assumer cette fonction. Nous allons successivement envisager toutes les modifications anatomiques des pieds à la tête. Les premières traces d'empreintes plantaires bipèdes découvertes par Marie Leakey dans les cendres du volcan de l'Étolie en Tanzanie remontent à 4 millions d'années. La marche s'effectue avec les pieds rapprochés. Les mouvements de rotation du tronc sont plus amples pour que le centre de gravité passe par le milieu du genou. Les empreintes comportent les principales caractéristiques du pied de l'Homo sapiens: rapprochement du gros orteil de l'axe du pied. En plus de la courbure transversale existante chez le chimpanzé, on note l'apparition d'une courbure longitudinale sur le premier rayon. Ces modifications sont essentielles pour la course, qui est la caractéristique de l'Homo sapiens. Le pied humain s'est spécialisé progressivement pour la course depuis Homo habilis, il y a 2 millions d'années, et surtout Homo erectus, il y a 1 million d'années. La marche humaine consomme le quart de l'énergie utilisée par les chimpanzés pour marcher à 4 pattes. Ce sont les acides gras protéiques qui sont nécessaires à l'augmentation de la taille de l'encéphale. Les grands singes végétariens n'ont pu accroître leur cerveau. Taylor, en 2006, constate une diminution de la taille du cerveau des orang-outans dans les régions avec pénurie de protéines. La course d'endurance permet d'atteindre les carcasses avant d'autres charognards, de fuir une région pauvre en gibier, d'atteindre des régions riches en crustacés et poissons qui contiennent des acides gras. Le développement des muscles fessiers permet le redressement du bassin en s'insérant sur la crête iliaque. Les sculpteurs de Vénus Hottentote avaient bien noté la différence avec les grands singes. L'orientation et la forme du fémur, avec son antéversion, permettent d'apprécier la qualité de la bipédie. Aurorine, 6 millions d'années, avait une bipédie plus fonctionnelle que Lucie, 4 millions d'années. Le bassin est un compromis entre les nécessités de la locomotion bipédique et de la reproduction, conditionnée par la taille du cerveau. En effet, en appui monopodal, c'est la contracture du moyen fessier qui assure l'horizontalité du bassin. Dès lors, la hanche supporte environ 4 fois la charge initiale, mais cette charge va augmenter beaucoup si l'articulation s'éloigne de la ligne de gravité. Déjà actuellement, les coxarthroses sont très fréquentes. Si l'on compare l'homme au grand singe, la grossesse qui est de 8 mois chez le grand singe devrait être de 27 mois chez l'homme, ce qui démesurerait totalement le bassin et le rendrait impropre à la locomotion. Il s'ensuit une immaturité très importante à la naissance et la nécessité d'une cohésion sociale pour protéger l'enfant. La disparition progressive du flexum des membres inférieurs au niveau du genou permet au bassin de se positionner dans le plan sagittal avec passage d'une syphose à une lordose lombaire. L'énergie, lors des déplacements, est ainsi économisée. Le bassin de Lucie est plus large, mais pas assez profond. Ce n'est que chez l'Homo sapiens que la sphéricité sera maximum. L'une des conséquences de la verticalisation du bassin est la découverte de la partie antérieure des têtes fémorales. C'est l'antéversion pelvienne qui compense et améliore la couverture de la tête fémorale. L'antéversion pelvienne conditionne également la lordose lombaire. La forme des sacro-iliaques va également se modifier pour aboutir à une équerre beaucoup plus stable mécaniquement. L'anneau pelvien s'équilibre dans les 3 dimensions de l'espace. Nous avons déjà évoqué la balance de Powell dans le plan frontal. Dans le plan sagittal, la version pelvienne s'équilibre avec la lordose lombaire.
Nous verrons que la morphostatique du rachis dans le plan sagittal dépend de l'incidence lombopelvienne. Dans le plan horizontal, le pas pelvien comporte une rotation du bassin, alternativement vers la gauche et vers la droite, ce qui permet une répartition optimale des pressions sur les têtes fémorales. Le passage de 3 à 5 vertèbres lombaires modifie le caisson abdominal et permet un véritable mouvement 3D du bassin entre la cage thoracique et les têtes fémorales. Le bassin étant considéré par Jean Dubousset comme la vertèbre pelvienne. Nous remontons maintenant vers le rachis. Le rachis du grand singe présente une courbure unique en syphose, se situant en arc dans le prolongement du bassin. Chez l'Homo sapiens, le rachis est constitué de 3 courbures avec 2 lordoses au niveau lombaire et au niveau cervical. Ces courbures augmentent globalement la résistance du rachis dans le plan sagittal. Nous avons vu que les 5 vertèbres lombaires permettent une dissociation du tronc sur le bassin avec le pas pelvien lors de la marche et surtout de la course. La forme des vertèbres dépend des tensions musculaires qui s'exercent sur les apophyses. Chez le dinosaure, c'est l'arc postérieur qui est le plus développé. Il va fortement diminuer chez l'Homo sapiens car du fait de l'équilibre sagittal, les tensions sont moindres au niveau des muscles postérieurs. Le corps vertébral est proportionnellement beaucoup moins développé. À partir du singe rhésus se constituent les ligaments iliolombaires. Un certain nombre de scolioses lombaires résultent d'une asymétrie de ces ligaments. C'est l'altération structurale asymétrique du socle iliolombaire, asacyle, qui nécessite une kinésithérapie spécifique. Ce sont les fascias qui constituent la véritable armature du système musculo-ligamentaire. La tension des fascias superficiels permet une verticalité sans contraction musculaire. Il constitue le système d'intégrité tensionnelle pleinement fonctionnel entre 15 ans et 35 ans, âge de la pleine activité sportive. La croissance s'effectue au niveau osseux, essentiellement en période pubertaire, avec 25 cm sur le rachis. Cette croissance est freinée par les fascias, sauf dans le cas de la maladie de Marfan, où l'on constate une absence de lordose et même parfois une syphose thoracolombaire. Les muscles sont disposés en couches superficielles avec un système profond et un système superficiel. Les muscles paravertébraux profonds sont en continuité avec les ischio-jambiers par l'intermédiaire des ligaments sacro-iliaques. Ils assurent la tension du rachis. La contraction des muscles profonds est en partie automatique et gérée par le système extra-pyramidal. Au niveau de la musculature superficielle, c'est le fascia superficiel qui assure la continuité avec insertion fémorale postérieure pour les fessiers et humérale antérieure pour le grand rond. Ceci explique les mouvements inverses des membres inférieurs et des membres supérieurs dans le plan sagittal. La contraction des muscles superficiels est volontaire, gérée par le système extra-pyramidal. Le rôle des muscles paravertébraux a été bien précisé par Bergman en 1989. Les muscles profonds locaux mettent les vertèbres dans un état de prétension qui va préparer le mouvement. Ce sont les muscles de la pensée et de l'imagination. La musculature superficielle globale va réaliser le mouvement volontaire sur un rachis stabilisé par la musculature profonde. Ce sont les muscles du mouvement et de l'action. Le système superficiel et le système profond travaillent habituellement en parfaite synergie. Mais il existe parfois une désynchronisation entre ces deux systèmes qui va aboutir à un lumbago.
Cette synergie entre musculature profonde et musculature superficielle s'exerce chez l'Homo sapiens en 3D. Les membres inférieurs et supérieurs se déplacent dans un sens opposé et réciproque. Dans un plan frontal, épaules et bassin basculent en sens opposé. Dans un plan horizontal, le bassin tourne vers la droite et l'épaule vers la gauche. Dans le plan sagittal, antépulsion du membre inférieur gauche et rétropulsion du membre supérieur gauche. L'incidence lombopelvienne est un paramètre constitutionnel. Il se modifie très peu au cours de la vie. C'est l'angle entre la perpendiculaire au plateau sacré en son centre et la droite unissant le centre du plateau sacré et le centre de l'axe bicoxo-fémoral. Elle est en moyenne de 53 degrés. Les courbures du rachis vont s'équilibrer en fonction de l'incidence. Le porte-à-faux, overhang en anglais, est la distance entre le centre des têtes fémorales et la verticale abaissée du centre du disque L5-S1. Il se situe 2,5 cm en arrière de l'axe des têtes fémorales. Une autre mesure angulaire est la version pelvienne, qui est égale à l'incidence moins la pente sacrée. En antéversion pelvienne, le porte-à-faux diminue et s'inverse. La pente sacrée augmente, la lordose augmente. L'incidence reste, elle, identique. En rétroversion pelvienne, le porte-à-faux augmente, la pente sacrée diminue, ainsi que la lordose. Mais l'incidence reste identique. La pente sacrée est l'angle formé par une tangente au plateau supérieur de S1 avec l'horizontale. Elle est en moyenne de 37 degrés. Elle est égale à l'incidence moins la version pelvienne. La ligne de gravité croise les corps vertébraux au niveau thoracique et au niveau de la charnière thoracolombaire. Elle traverse la vertèbre pivot horizontale L3. Le centre de gravité se situe en avant de S2 au niveau du bassin. La mesure de la lordose actuellement inclut le disque L5-S1. C'est l'angle formé par la tangente au plateau supérieur de la vertèbre transitionnelle thoracolombaire, la plus inclinée sur horizontale, habituellement L1, et la tangente au plateau supérieur de S1. Elle est en moyenne de 60 degrés. La mesure de la kyphose s'effectue actuellement sur la totalité du rachis thoracique du fait d'une meilleure visibilité des vertèbres thoraciques supérieures avec EOS. C'est l'angle formé par la tangente au plateau supérieur de la vertèbre T1 et la tangente au plateau inférieur de la vertèbre transitionnelle définie précédemment, habituellement T12. Elle est en moyenne légèrement inférieure à 50 degrés. La gîte sagittale, trunk list en anglais, est l'angle formé entre la verticale passant par l'axe bicoxo-fémoral et la droite unissant ce point au centre du corps vertébral de T9. Elle est de 9 degrés. Le manchot est le nom vernaculaire des oiseaux marins de l'hémisphère austral. Il date de 70 millions d'années et marche tronc vertical. Les ailes ne lui permettent pas de voler, mais constituent une excellente nageoire. Le rachis cervical comporte plus de 10 vertèbres cervicales et est plus adapté au monde aquatique qu'au monde terrestre. Par contre, chez les mammifères, les vertèbres cervicales sont quasiment toujours au nombre de 7, y compris chez la girafe. L'équilibre de la tête est très différent chez le chimpanzé et chez l'Homo sapiens. Chez l'homme, la tête tient en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. La tension des muscles postérieurs diminue et les apophyses épineuses et transverses sont moins volumineuses. Le contrôle musculaire fin, une fibre nerveuse pour une fibre musculaire, remplace la force. Il faut distinguer la position anatomique de la tête avec regard horizontal et la position
fonctionnel lorsque les canaux semi-circulaires horizontaux le sont réellement. La ligne de gravité passe au niveau du conduit auditif externe. Les canaux semi-circulaires sont horizontaux lorsque le regard se situe 2 mètres en avant, ce qui est logique et fonctionnel pour la marche et surtout la course. Par contre, le centre de gravité de la tête est en avant du rachis cervical. Donc, lorsque la tête est droite, les muscles postérieurs sont légèrement sous tension. Ils se décontracteront lorsque le regard sera légèrement orienté vers le haut. En position anatomique, la ligne racine du nez, bord postérieur du trou occipital, est horizontale et parallèle au canal semi-circulaire externe. Le trou occipital de postérieur chez le grand singe va devenir médian chez les homos, ce qui permet un excellent équilibre de la tête sur le rachis cervical et confirme le rôle de bassin d'attraction de la tête. La médialisation du trou occipital se retrouve sur la base du crâne de Toumaï, découvert par Michel Brunet, qui date de 8 millions d'années. Il semble donc que la verticalité et la bipédie soient très anciennes. C'est vers l'âge de 7 ans que l'enfant commence à différencier la main droite de la main gauche. C'est à cet âge qu'il va pouvoir courir et débuter les sports d'adresse grâce à l'acquisition d'un système d'équilibration efficace. La latéralisation de l'Homo sapiens est liée au développement du langage qui se situe plus au niveau de l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche serait plus développé que le droit, d'où la préférence pour la main droite. L'étude de la taille des silex permet de confirmer que les premiers homos étaient droitiers, alors que les australopithèques ne l'étaient pas. La latéralisation est un élément fondamental de notre espèce. En 1994, Fred Spoor de Liverpool compare l'empreinte des canaux semi-circulaires verticaux du grand singe et de l'homme. Les espèces du genre Homo ont des canaux identiques à ceux de l'homme actuel. Par contre, les australopithèques ont des canaux semi-circulaires moins développés, ressemblant à celui des primates. L'orientation de l'os sphénoïde, sous lequel s'insère la chaîne médiane du ligament vertébral antérieur, évolue avec la verticalisation. L'os sphénoïde va progressivement se verticaliser jusqu'à atteindre une quarantaine de degrés comme la pente sacrée. En même temps, on assiste à une contraction de la face. Chez l'Homo sapiens, le plan du foramen magnum est horizontal et celui du visage vertical forme un angle de 90 degrés. L'angle est beaucoup plus fermé chez le chimpanzé, il est par contre identique chez Toumaï, 8 millions d'années, ce qui suggère là encore la bipédie très ancienne. L'ontogénèse reproduisant la phylogénèse, on constate que cet angle foramen magnum, plan orbitaire, est de 90 degrés chez le chimpanzé nouveau-né et va se fermer par la suite, traduisant le passage évolutif par une meilleure bipédie que celle actuelle. De même, l'embryologie du macaque à 44 semaines et celle de l'Homo sapiens à 49 semaines sont très proches. Certains scientifiques parlent donc d'une bipédie initiale très ancienne, avec une phase de régression à l'époque des australopithèques et le retour avec l'Homo sapiens. C'est pourquoi, plus que la bipédie sans doute très ancienne, c'est la course qui caractérise l'Homo sapiens. Denis Bramble et Daniel Lieberman ont étudié les 26 traits anatomiques caractéristiques de la course d'endurance au niveau de la voûte plantaire, les orteils courts en ligne, tendon d'Achille, surface articulaire large, ligament nucal. La paléontologie rejoint donc la médecine du sport. Je vous remercie de votre attention et vous convie à Lyon du 4 au 6 mai 2017 au Congrès international de la Sauce-Sorte que j'aurai l'honneur d'accueillir et de présider.